Les premières collectes de témoignages de rescapés du génocide des Arméniens, leurs usages et leurs apports. Alors, donc, ça m'amène à parler de la question des archives. Archives écrites qui sont la matière principale, donc de très loin, excusez-moi c'est très inconfortable, des historiens du génocide des Arméniens. Alors pourquoi parler de ces archives, pourquoi parler de ces collectes de témoignages aujourd'hui, surtout à des enseignants? Alors je suppose qu'il faut mettre ça en relation avec des questions qui taraudent celle de l'enseignement du génocide des Arméniens, notamment des difficultés éventuelles que l'on peut avoir à transmettre ces connaissances. Dans certains cas, ça peut arriver, hein, qu'il y ait on va dire des résistances. En fait, donc, on est face à l'enseignement d'une matière, d'un sujet qui n'est pas un sujet froid, qui reste un sujet assez chaud, bien que 110 ans soient passés. Et donc, il y a un arrière-plan que vous devez absolument avoir en tête quand vous enseignez cette question, c'est l'arrière-plan du négationnisme. Négationnisme, donc, négationnisme, comme tu l'as expliqué, négationnisme d'État, institutionnalisé, qui vraiment surdétermine la mémoire du génocide des Arméniens, le rapport que nos sociétés entretiennent avec cette question du passé, et également qui entraîne cette pesanteur des discours de négation, ont entraîné au fil des décennies une véritable obsession de la preuve, une injonction à prouver régulièrement, sans arrêt, en fait, en permanence, la réalité de ce qui s'était passé. Donc en fait, une des plus grosses questions qui se posent paradoxalement lorsqu'on parle du génocide des Arméniens, c'est déjà de commencer par dire qu'il a existé. Donc, et alors pour des enseignants, c'est une question encore plus capitale, puisqu'il peut y avoir des contestations, et c'est pour ça que vous avez besoin d'être au clair, je suppose, avec ce qui existe en termes de sources et de témoignages, de pouvoir répondre en connaissance de cause sur le fait que tout ça ne sort pas d'élucubration, de déformation de l'histoire, d'une histoire des vainqueurs, voilà, ou que sais-je, mais qu'il y a bien des témoignages, des archives sur lesquelles se base cette connaissance historique. Alors je disais qu'il y avait une grande variété d'archives. Tu as montré quelques photos, il y a en réalité très peu de photos, il y a très peu de témoignages visuels du génocide. On connaît surtout l'histoire du génocide des Arméniens sur la base de ces archives écrites, de témoignages écrits qui sont disponibles dans beaucoup d'archives sur lesquelles, moi je n'ai pas travaillé sur toutes ces archives, il y a des archives européennes que toi tu connais bien, notamment les archives du Quai d'Orsay, archives allemandes, archives françaises, britanniques, les archives du Vatican, archives autrichiennes, italiennes, archives des États-Unis, archives ottomanes, bien sûr, qui ont été petit à petit ouvertes, bien qu'étant expurgées au fur et à mesure, mais enfin quand même ouvertes petit à petit à partir des années 90. Archives russes qui commencent à être exploitées dans certains travaux. Et puis beaucoup de ces archives sont bien sûr des archives diplomatiques, des archives d'État, mais aussi des archives missionnaires. Et puis à côté de ça, il y a aussi les archives arméniennes, dont je vais parler aujourd'hui. Alors, on peut synthétiser en disant qu'il y a trois grands fonds de témoignages et d'archives arméniennes sur le génocide datant de l'époque du génocide lui-même, c'est-à-dire d'archives qui ont été collectées, soit au moment, enfin pas d'archives, de témoignages qui ont été collectés, soit au moment des faits, soit juste après la guerre. Alors là, je vais avoir besoin d'une interruption, puisqu'il faut que je me saisisse d'un contenant de liquide qui se trouve dans mon sac. De manière à pouvoir donc continuer cette présentation, qui sera courte, je le répète. Donc je disais que nous avons trois grands fonds de témoignages d'archives arméniennes sur le génocide. Voilà. Ce sont les fonds qui sont conservés, on va dire les fonds de Yerevan ou d'Arménie,
de Constantinople, et puis le troisième, c'est le fonds, je dirais, de Alep, qui est aussi le fonds de Paris, pour des raisons que je vais expliquer. Alors, ces trois fonds sont le résultat de collectes qui ont été lancées par des organisations arméniennes pendant ou à la fin de la guerre. Alors, en Arménie, donc, dans le Caucase plutôt, le fonds qui a été constitué par des militants de la Fédération révolutionnaire arménienne, donc qui est un de ces partis politiques arméniens fondé donc à la fin du XIXe siècle, et qui a commencé une campagne de collecte de témoignages auprès des réfugiés arméniens qui avaient donc traversé les lignes russes pour échapper au massacre, donc des réfugiés arméniens qui provenaient de régions orientales de l'Empire ottoman, frontalières de l'Empire russe, et donc de ces zones de combat que tu as évoquées, donc par exemple les régions de Van, d'Erzurum et de Bitlis. Et donc cette collecte qui a été entreprise auprès de ces réfugiés arméniens réinstallés dans le Caucase a été conduite entre 1916, donc de manière très précoce, et 1920, c'est-à-dire jusqu'à la période de la Première République d'Arménie. Et donc c'est plusieurs centaines de témoignages qui ont été recueillis, notamment à Tiflis, à Yerevan, à Etchmiadzin, partout où il y avait des réfugiés arméniens installés dans des camps, au moyen de questionnaires types. Et la même chose, ou une chose assez comparable, a été faite après la guerre, à la fin de la guerre, à Constantinople. Donc ça c'est le deuxième fonds, qui a été créé par le patriarcat arménien de Constantinople. Comme l'a expliqué Claire Mouradian, les Arméniens de l'Empire ottoman étaient représentés politiquement par leur plus haut dignitaire religieux, qui était le patriarche des Arméniens de Constantinople, donc voilà, le représentant de l'église apostolique arménienne dans l'Empire ottoman. À cette époque-là, il s'appelait Zaven, le patriarche Zaven der-Yeriayan, et il avait été exilé pendant la conduite de la guerre. Les jeunes Turcs, le comité Union et Progrès, l'équipe au pouvoir à Constantinople qui a mis en œuvre le génocide, avait dissous le patriarcat arménien de Constantinople en 1916. Mais donc finalement, après l'armistice de Moudros, après l'effondrement de l'Empire ottoman, eh bien, le patriarche Zaven peut rentrer, il était exilé à Bagdad, il peut rentrer à Constantinople. Il arrive à Constantinople dès la fin 1918 et il met en place un bureau d'information, le bureau d'information du patriarcat, qui va avoir pour tâche de collecter le plus de témoignages possible sur ce qui s'est passé pendant la guerre, donc tous les crimes qui ont été commis contre les Arméniens. Et puis enfin le troisième fonds, donc je parlais d'une troisième collecte qui avait eu lieu à Alep. Donc c'est une collecte qui a été initiée par l'Union nationale arménienne. Alors l'Union nationale arménienne d'Alep était donc un organisme, on va dire, transpartisan, qui avait vocation à réunir toutes les instances arméniennes à Alep, et il y en avait beaucoup. Il y avait les associations, les organisations des Arméniens d'Alep qui étaient là avant le génocide, et puis il y avait tous les regroupements, sous forme également d'associations, d'unions compatriotiques par exemple, de déportés arméniens qui se trouvaient dans la région d'Alep du fait du génocide et qui avaient survécu. Et donc que ce soit également des églises, représentants des églises apostoliques, catholiques, protestantes, arméniennes, et éventuellement des différents partis politiques. Et donc cette Union nationale arménienne qui est créée à Alep dès la fin 1918, après l'évacuation d'Alep par l'armée ottomane, et au moment où les Anglais conquièrent la Syrie ottomane, elle met également en œuvre donc une collecte de témoignages. Alors dans toutes ces collectes de témoignages, on a eu une participation à la fois de ces organisations et puis de personnalités qui ont été déterminantes, souvent des intellectuels. Alors on peut citer à Constantinople Arshak Alboyadjian par exemple, qui a été un grand historien érudit, Garabed Nourian qui était un juriste, Zabel Essayan, la grande écrivaine qui a participé aux collectes dans le Caucase, et puis Aramandonian, Garabed Kapigian à Alep. Je vais reparler de Aramandonian tout à l'heure. Alors tous ces témoignages ont été recueillis dans une double perspective judiciaire et politique qu'il importe de souligner.
On est dans le contexte des traités d'après-guerre et de la conférence de Paris, la conférence de la paix. On est à l'époque où il existe une république d'Arménie qui a donc des revendications, cette république qui va exister entre 1918 et 1920. Donc il y a un enjeu politique à la collecte de témoignages parce que c'est dans le contexte des traités d'après-guerre, ces témoignages, ces documents que l'on va collecter vont permettre d'asseoir des revendications. Et c'est une période dans laquelle il y a des organismes politiques arméniens qui sont très actifs, notamment deux délégations nationales, une qui est à Paris, qu'on appelle la délégation nationale arménienne, et une autre qui est la délégation de la République d'Arménie, qui vient également se rendre à Paris, qui sont parfois en rivalité d'ailleurs, pour donc revendiquer des concessions au nom de cette petite République d'Arménie. Et il va même y avoir une fusion des revendications entre ces deux délégations au départ rivales qui vont finir par demander une Arménie intégrale, donc une grande Arménie, exiger des réparations, des dédommagements pour les destructions, pour les spoliations et pour les massacres. Donc ça, si vous voulez, c'est l'arrière-plan politique de ces collectes de témoignages, c'est-à-dire on espère que ces témoignages, ces documents qu'on collecte vont permettre d'asseoir des revendications politiques. Et au même moment, il y a aussi une perspective judiciaire, puisque, eh bien, il y a un projet de haut tribunal international pour juger et punir les crimes commis pendant la guerre par certains belligérants contre les populations civiles. Donc notamment, ceux qui sont visés, ce sont les crimes commis par les Allemands en Belgique, en France, par les Autrichiens en Serbie, et puis par le gouvernement ottoman contre les Arméniens. Et il y a vraiment une volonté, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que Vincent Duclerc va en parler plus longuement, mais il y a vraiment une volonté des alliés, notamment de la Grande-Bretagne et de la France, de mettre en place cette juridiction à la sortie. Et il y a, comme vous le savez, le traité de Sèvres qui est signé avec l'Empire ottoman, dont une des clauses mentionne cette possibilité d'un tribunal international qui serait placé sous l'égide de la Société des Nations, qui vient de naître. Et puis finalement, pour des raisons sur lesquelles peut-être Vincent tu reviendras, il y a également dans l'Empire ottoman, dès 1919-1920, la mise en place de commissions d'enquête et de cours martiales ottomanes, donc, qui vont réunir elles aussi de nombreuses dépositions et documents. Donc, encore une fois, double perspective judiciaire et politique de la collecte de tous ces témoignages, puisque les Arméniens collectent eux aussi de leur côté des témoignages, mais évidemment en ayant à l'esprit que c'est le bon moment pour collecter les témoignages, parce que ça va nous servir sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Alors, il y a des appels à témoignages qui sont lancés par les organisations arméniennes, notamment dans la presse arménienne. Alors, il me semble que oui, voilà. Je vous en donne un exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais de toute manière, le texte étant en arménien, c'est pas très grave. C'est juste pour vous prouver qu'il existe, hein, puisqu'on est dans la preuve. Donc ici, c'est une manchette de première page du journal Aftaramart, qui est un journal qui est publié à Constantinople. Il faut dire qu'à partir de l'armistice de Moudros, et en gros jusqu'à la prise du pouvoir par les kémalistes, donc en 22-23, il y a une petite fenêtre de liberté, de libération de la parole à Constantinople, aussi bien dans les milieux turcs que dans les milieux grecs, arméniens et autres. Et donc les journaux recommencent à paraître un peu comme dans les années 1908-1910, où il y avait également cette libération de la parole dans la presse arménienne qui était très très développée, très riche à Constantinople. Et donc ce journal titre « Il faut prouver le martyr arménien » d'Elke Pastel, Han Mateos Apoutunen, le 22 novembre 1918. C'est un appel qui est lancé par le comité d'aide aux déportés. Et il dit, je vais vous le lire, un comité a été organisé depuis quelque temps. Parce que je veux savoir si je le lis en in extenso ou si je coupe le temps. Il arrive 27 minutes. 27 minutes? Alors ça va, je vais vous le lire alors. Un comité a été organisé depuis quelque temps dans le but de rassembler des preuves, témoignages oculaires et autres documents racontant le martyr. Le martyr, évidemment, le terme génocide n'existe pas, comme tu le rappelais. Le martyr, le terme revient tout le temps. Il suit de jour en jour l'ensemble de la presse et des publications.
Les preuves rassemblées permettront d'écrire l'histoire du martyr arménien. Le comité lance aujourd'hui un appel dans les journaux arméniens à tous ceux qui furent témoins oculaires du crime perpétré contre les Arméniens. Il s'adresse à chacun d'entre eux et les prie de répondre aux questions suivantes. Première question. Alors il y a une série de 10 questions. C'est très précis. Avant la déportation, dans votre ville ou votre village, quels événements et déclarations ont été, d'après vous, des signes avant-coureurs du massacre ou de l'exode? Deuxième question. Avant la déportation, combien d'intellectuels et de notables ont été arrêtés et emprisonnés? Donc ça fait référence aux rafles qui ont eu lieu à partir du 24 avril 1915. Que sont-ils devenus? Connaissez-vous leur nom? Troisième question. À quelle date a eu lieu la déportation? Quels étaient à ce moment-là le gouverneur ou le chef et les principaux officiels de votre localité? Où se trouve-t-il actuellement? Quatrième question. Relatez l'histoire de la déportation ou des massacres. Combien étiez-vous sur la route? Où avez-vous été réunis? Lors de chaque étape, combien de jours êtes-vous restés sur place? Décrivez les événements sans affectation de style littéraire ou poétique. Contentez-vous de raconter les faits dans toute leur nudité en tant que témoins oculaires. Qui tenez-vous pour responsable? C'est la cinquième question. Écrivez les noms de ces hommes et les lieux où ils résident aujourd'hui. Quelle a été la participation du peuple turc, des paysans? Lesquels de leurs meneurs ou dirigeants connaissez-vous? Et où croyez-vous qu'ils se trouvent aujourd'hui? Sixième question. Quelles preuves avez-vous? Disposez-vous de photographies? Est-ce qu'il y a des témoins? Si oui, donnez leur nom et indiquez les lieux où ils se trouvent. Septième question. Connaissez-vous le nombre de ceux qui ont été forcés de se convertir à l'islam, leur identité et le lieu où ils se trouvent? Quelle a été l'attitude à leur égard? Question très importante parce qu'à l'époque, comme le rappelle Raymond Kevorkian dans son dernier ouvrage, on estime à 100 000 le nombre d'orphelins et de jeunes femmes qui, pour la plupart islamisés, se trouvent encore dans des familles ou des institutions musulmanes, qu'elles soient turques ou dans des familles kurdes ou arabes, et qui sont encore en demande de récupération par des organismes, que ce soit internationaux ou arméniens. Huitième question, j'arrive à la fin. Quelle est la situation matérielle et morale présente des Arméniens qui ont été déportés? Neuvièmement, y a-t-il eu des personnes qui ont agi en faveur des Arméniens? Qui sont-elles et où se trouvent-elles maintenant? Comment s'y sont-elles prises? Quelles sortes d'entraves leur ont été opposées? De la part de qui? Et enfin, dixièmement, de quelle source une aide matérielle vous est-elle parvenue? De quelle importance? Et par l'intermédiaire de qui? Et le questionnaire se termine ainsi. Les réponses doivent être écrites dans un style direct et dénué de manière, pas d'effets littéraires. Vous pouvez les envoyer aux rédactions de tous les journaux arméniens, et en particulier, etc., etc., etc. Voilà. C'est signé donc le comité de collecte des secours. Et il y a plusieurs, certainement, initiatives dans ce sens qui sont prises à cette époque-là. Et j'insiste sur ces deux mentions. Vous voyez que les questions sont très précises. Hein. On demande des dates, on demande des preuves, on demande des noms, on demande des lieux. Et on dit bien, ne faites pas d'effets de style littéraire. Vous n'êtes pas là pour raconter vos émotions. Vous êtes là pour donner du concret. Le titre du journal, d'ailleurs. Et le titre du journal, tout à fait. Artaramar, donc le combat pour la justice. Donc, vous avez un appel tout à fait similaire que je ne vais pas lire cette fois-ci, mais que je vais juste mentionner, qui est lancé dans le journal Haïtsaïd, qui signifie la voix arménienne, qui est publié à Alep, celui-ci, non pas à Constantinople, mais à Alep. C'est pratiquement la même date. Cette fois-ci, c'est le 11 décembre 1918, donc 3 semaines après celui de Constantinople. Et celui-ci, donc, c'est un appel aux déportés se trouvant à Alep, Goch, Halep, Kednevo, Haït, Artagan, Nerun. Il est certain que cet appel dans le journal Haïtsaïd a été lancé ou rédigé par Aram Andonian lui-même, qui se cite lui-même dans le texte à la fin en disant « Les personnes qui voudraient déposer leur témoignage peuvent venir à l'hôtel Baron rencontrer M. Aram Andonian, parce que Aram Andonian est un intellectuel arménien qui a été déporté le 24 avril 1915, qui de fil en aiguille
ayant survécu, s'est retrouvé déporté jusqu'en Syrie, à Meskéné, dans un camp de la vallée de l'Euphrate, et finalement a eu la chance d'être protégé par les propriétaires d'un hôtel, l'hôtel le plus luxueux de la ville d'Alep, qui était des Arméniens, l'hôtel Baron, et il est resté là, plus ou moins, sous leur protection en tout cas, jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, donc il est toujours dans cet hôtel, il est toujours à Alep, et il fait venir à lui le plus de rescapés possible pour qu'ils puissent raconter leur expérience. Et lui-même, dans ce texte, il rappelle le contexte de la négociation des traités de paix qui est en cours à Paris. Il rappelle aussi la nécessité pour tous les déportés qui délivreront leur témoignage d'aller droit au but. Là encore, ne faites pas d'effet de manche. On n'est pas là pour entendre vos jérémiades en quelque sorte. On n'est pas là pour entendre votre affect. Et il insiste sur le fait que ces témoignages serviront pour être produits dans des tribunaux à venir pour juger les criminels jeunes turcs. Donc il s'agit dans tous les cas, encore une fois, d'obtenir des réparations. Et là on peut faire des parallèles, vous voyez que c'est très fort cette collecte de témoignages arméniens à l'issue de la guerre, qui parfois commence même pendant le génocide, et il y a un parallèle très fort qu'on peut faire avec les collectes juives, qui ont lieu à la même époque, donc dès 1919-1920, comme le montre bien le travail d'Alexandra Garbarini sur donc, les réactions juives au pogrom d'Ukraine qui se déroulent donc à la fin de la guerre, du temps où Simon Petliura dirigeait l'Ukraine, et puis également le travail de Laura Djokush sur les collectes juives après 1945, dans le livre Collect and Record, qu'elle écrit avec un point d'exclamation, qui est vraiment une injonction donc au sortir de ces événements traumatiques à collecter du témoignage et à enregistrer. Donc ce qui se passe en fait en 1945, c'est quelque chose que les communautés juives d'Europe de l'Est ont déjà expérimenté en 1919-1920 et que les Arméniens ont expérimenté au même moment. Alors, sur la base de ces divers témoignages, donc, des publications voient le jour rapidement pour dénoncer les massacres. Alors, Aram Andonian, qui a été un personnage vraiment sur lequel j'aurais beaucoup trop à dire, donc je vais en dire le moins possible, il a écrit il a utilisé différents styles d'écriture au cours de sa vie, et il s'est essayé à des formes d'écriture littéraire, comme ici dans Ein Serorelun, en ces jours sombres, publié à l'issue vraiment de la guerre, et qui est, d'après ce qu'il écrit, rédigé dans le camp de concentration de Meskéné. Il écrit qu'il termine le livre en écrivant 1916, Meskéné, Vraninda, sous la tente. Il écrit sous la tente. Ce qu'on a un peu du mal à imaginer, tant c'est justement, c'est écrit, tant c'est, comment dire, perfectionné comme écriture. Mais donc il écrit une sorte de description de la survie dans des conditions catastrophiques ou de la mort des déportés arméniens dans ce camp de Meskéné, où d'ailleurs il n'y a pas eu de massacre, mais où il y a un taux de mortalité effroyable. Et donc il écrit également ce livre très important qui va avoir une grande postérité. Le précédent a été, on va dire qu'il est complètement oublié par l'historiographie, mais celui-ci, par contre, en revanche, Metzvujir en arménien, le grand crime, donc publié à Boston en 1921, va avoir une postérité très forte dans l'historiographie du génocide. Et d'ailleurs, c'est d'abord une traduction, c'est d'abord sous sa traduction française qu'il est paru l'année précédente, sous la traduction « Documents officiels concernant les massacres arméniens ». Vous savez, c'est ce fameux livre où il publie des documents officiels ottomans, c'est-à-dire des télégrammes qui étaient des télégrammes chiffrés, qu'il a fait déchiffrer, traduire, et qu'il englobe, qu'il intègre à un récit de ce qui se passe en Syrie pendant l'année 1916. Donc c'est un livre qui, à bien des égards, est essentiel. Et puis, il n'y a pas que Aram Andonian qui écrit à cette époque-là, on pourrait citer bien d'autres auteurs. Je n'en cite qu'un ici, le livre de Sebou Agouni, Histoire du massacre d'1 million d'Arméniens, qui est publié pratiquement la même année à Constantinople. Et vous voyez qu'il y a déjà, se met en place, on sait déjà que le nombre des victimes a été très très grand,
sachant que, comme tu le disais, il y a environ 2 millions d'Arméniens dans l'Empire ottoman à la veille du génocide. Donc il y a déjà une conscience très forte, mais il y a d'innombrables sources qui permettent de l'attester, et pas seulement des sources arméniennes, de l'ampleur de la destruction. Et tous ces livres sont écrits très rapidement parce qu'il y a justement ces témoignages qui arrivent de toutes parts. Pour revenir au livre de Aramandonian, avec ces fameux télégrammes sur lesquels beaucoup d'encre a coulé, c'est un livre qui marque son époque, puisque l'année d'après, il y a le procès Télirian, et que Andonian est envoyé à Berlin par la délégation nationale arménienne, dirigée par Boros Noubar à Paris, pour venir en aide à la défense de Télirian, des avocats de Télirian. Donc il apporte des télégrammes, il apporte son propre témoignage, mais lors de ce procès, lors du procès Télirian, qui est vraiment un procès très important, vous savez, Télirian, Soroman de Télirian, est celui qui a assassiné Talat Pacha à Constantinople, donc un des grands architecte, comme on dit maintenant, du génocide, Talat Pacha, donc l'ancien grand vizir, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien chef du comité Union et Progrès, qui est assassiné par cet étudiant arménien, cet activiste membre de l'opération Némésis. Lors de ce procès, qui va finalement se transformer en procès de Talat Pacha plutôt que de Télirian, et finalement au bout duquel Télirian, au bout d'une journée et demie de débat, va être acquitté, eh bien, on voit qu'il n'est pas encore prêt vraiment à entendre les témoignages des victimes. Alors, en tout cas, pas à leur faire trop de place. Alors, il y a le témoignage d'une certaine Madame Terzi-Bachian qui a beaucoup marqué les contemporains, qui a été beaucoup répercuté dans la presse allemande. Par exemple, on ne fait pas intervenir Andonian, on ne fait pas finalement intervenir tous les témoins arméniens que les avocats de la défense avaient fait venir. Et finalement, ils préfèrent donner la parole à des tiers, à des Européens, au pasteur Lepsius, au général Liman von Sanders, qui ont été sur place ou qui ont été contemporains ou qui ont bien connu la question arménienne et qui ont, on va dire, une sorte d'expertise à apporter au tribunal. Mais on fait plus confiance finalement à ces experts, entre guillemets, qu'à des témoins qui auraient vu le crime. Tu parlais tout à l'heure de Arnold Toynbee, très important, son livre en 1915, Aramandonian, donc lui, il y a son livre en 1920. La différence, c'est que les deux apportent une analyse très précoce du génocide. La différence, c'est que Andonian apporte une analyse en tant que personne ayant vu de ses yeux comment ça s'est passé. Donc ce que Judith Lioncan appelle, en parlant d'historiographe juif de la Shoah, une historiographie expérientielle, basée sur l'expérience. Alors, ces témoignages arméniens, pourquoi à l'époque du procès Télirian, ils ne sont pas tellement, appréciés, ils sont plutôt gardés en lisière, parce qu'ils sont suspectés d'une certaine non-objectivité. Les témoignages des victimes ne peuvent pas être objectifs. C'est du moins la considération de l'époque pour ces témoignages. Et d'ailleurs, rares sont les historiens de l'époque qui s'intéressent aux témoignages en général. Alors, il y a par exemple le travail de Jean Norton Cru, qui a publié cet ouvrage sur, basé sur les lettres des poilus, des soldats français dans les tranchées, en essayant de retrouver l'expérience de la guerre à travers ces lettres, mais tout en faisant une critique, en essayant de montrer que oui, voilà, lui, il va développer toute une méthodologie pour contrer la subjectivité, contourner la subjectivité de ces documents et réussir à établir une histoire objective. Ça montre à la fois qu'il y en a qui s'intéressent au témoignage, mais quand même de manière très, on va dire, avec précaution, avec des réserves. Marc Bloch, il marque dès les années 1920 son intérêt très fort pour le témoignage. Donc vous savez, il y a sa phrase célèbre selon laquelle il n'y a pas de bon témoin, qui est en fait une phrase qui est prononcée dès 1914 dans un discours dans son propre lycée où il enseigne, le lycée d'Amiens. Et il y a ensuite
Et cette phrase, donc, il n'y a pas de bons témoins, elle veut dire aussi comment dire, en décalque, qu'il n'y a pas non plus de mauvais témoignages, que tous les témoignages sont bons à prendre parce que tous disent quelque chose. Et il écrit peu après, en 1921, bien sûr, les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre dans la revue de synthèse historique, donc un texte que vous connaissez, et qui est vraiment voilà, une démarche qui vraiment est basée sur tout ce qu'on peut tirer, l'idée qu'on peut tirer de cette subjectivité du témoignage. Oui, on peut en tirer une connaissance objective. Alors à l'époque, il y a peu ou pas de témoignages arméniens dans les publications européennes sur le génocide, et c'est tout à fait significatif que par exemple dans l'ouvrage de James Bryce et Arnold Toynbee, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, qui est publié en 1916, donc un an après The Murder of a Nation. Il y a surtout des témoignages de tiers, des missionnaires, des diplomates, des journalistes, des Européens en somme, ou des Américains, très peu d'Arméniens, très peu d'Arméniens. Il y a vraiment la défiance de cette époque-là, des historiens, défiance à l'égard du témoignage parce qu'ils cherchent à établir une histoire objective. Et d'ailleurs, tous ces ouvrages écrits après la guerre, notamment ceux de Bryce et Toynbee, puisqu'ils vont être accusés de faire de la propagande, comme tu l'as rappelé. Et plus tard, donc, en plus, avec la montée de ce contexte de la négation institutionnalisée en Turquie, ça va rendre l'exigence d'objectivité des historiens sur cette question du génocide arménien encore plus cruciale, ce qui fait que finalement ces réserves à l'égard du témoignage que l'on perçoit au moment du procès Télirian, eh bien en fait ce sont les mêmes réserves qui continuent à s'illustrer dans l'historiographie du génocide des Arméniens jusqu'aux années 1990. Alors au début des années 90, l'historien qui apparaît le plus important sur la question du génocide arménien, c'est Vahaken Daderian. Et il publie un livre aux États-Unis qui est quasi immédiatement publié en France en traduction. Je crois que la traduction c'est de 91 ou 92. Vahaken Daderian, donc il écrit dans l'introduction de ce livre, dans lequel il n'y a quasiment pas de sources arméniennes, il écrit qu'il se cantonne volontairement aux sources turques, aux sources allemandes, alors il a l'avantage de lire et le turc et l'allemand, et aux sources austro-hongroises, en arguant que, je cite, les rapports confidentiels, secrets et ultra-secrets des représentants donc des puissances centrales, rédigés pour la plupart pendant la guerre pour un usage purement interne, présentent une authenticité et une immédiateté qui ne trouvent leur équivalent dans aucune autre catégorie de sources et de documents. Voilà. Vahaken Daderian, c'est un historien qui est à l'époque aux États-Unis en permanence confronté à des historiens négationnistes, soit américains, soit turcs. Et lui, il est sur une forme à la fois, bien sûr, de combat historien et militant, mais en même temps, il est un peu sur la défensive, et il doit prouver à chaque fois que ce qu'il écrit, c'est authentique. Et donc c'est la raison pour laquelle il élimine les témoignages arméniens. Il ne les considère pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là aussi un parallèle entre les historiographies des génocides juifs et arméniens, puisque le grand historien, un des premiers grands historiens de la Shoah, donc Raoul Hilberg, qui écrit cette somme dans les années 60, lui-même, il se focalise plutôt sur la déconstruction de la machine génocidaire nazie que sur l'étude des témoignages des victimes. Et il écrit même dans un entretien paru dans les années encore, au début des années 90, qu'il ne considère pas ces témoignages des rescapés parce qu'à son avis, il ne témoigne pas du génocide, il témoigne uniquement de la survie. Donc il témoigne d'autre chose que ce qu'il essaye d'étudier lui. Néanmoins, dans les années 90, on a, avec le travail de Saul Friedlander, donc le début d'une histoire intégrée, selon ses propres termes, de la Shoah, avec l'utilisation de toute une palette de sources qui n'étaient jusqu'alors pas considérées et qui émanent justement des victimes. Ça peut être des récits, des témoignages collectés après la guerre, ça peut être des lettres, ça peut être des journaux personnels. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre, déjà en 1945, il y avait des historiens, même parfois autodidactes juifs,
qui s'intéressaient à ce type de témoignage, mais qui étaient rabroués par leurs collègues qui leur disaient que ça n'avait aucun intérêt, ce n'était pas avec ça qu'on allait réussir à établir les faits. Et notamment, c'est le cas de Michel Borowicz, qui est très bien étudié par Judith Ploncan, encore une fois, et Michel Borowicz, qui s'intéresse, lui, à toutes ces sources littéraires de la destruction des Juifs, qu'il essaye d'intégrer à une connaissance historique plus large donc de ce génocide, mais ça dès 1945. Et puis donc, pour faire ce parallèle avec les études arméniennes, ou les études sur le génocide des Arméniens, vous avez à la même époque que Saoul Friedlander, donc le travail de Raymond Kevorkian à la bibliothèque Noubar. Raymond Kevorkian était le directeur de la bibliothèque Noubar à cette époque-là, et il commence à travailler sur le génocide, et il travaille sur des documents qui ont été collectés par Aram Andonian et qui se trouvent encore à la bibliothèque Noubar. Parce que Aram Andonian, j'ai oublié de le préciser, après la guerre, il est venu s'établir à Paris et il a été le créateur, l'organisateur de cette bibliothèque Noubar, dans laquelle donc les documents qu'il avait collectés à Alep, les témoignages de survivants qu'il avait collectés à Alep se trouvent encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a eu un intérêt parallèle des historiographies des génocides juifs et arméniens dans les années 90 pour les témoignages des survivants, et c'est aussi une question d'époque, puisqu'on a le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui immédiatement donne lieu à de grandes collectes de témoignages de rescapés, et témoignages qui sont, cette fois-ci, très très vite considérés par les historiens eux-mêmes. Les historiens du génocide, les premières études sur le génocide des Tutsis, c'est dans les années 90, c'est très très précoce. Bon, bien sûr, on est dans ce que Annette Kevorkian appelle l'ère du témoin depuis le procès Eichmann. On ne peut plus penser que tout a commencé d'un coup comme ça au procès Eichmann, mais disons que la deuxième moitié du XXe siècle, progressivement, il y a une sensibilité de plus en plus ouverte vis-à-vis de la question des victimes et du témoignage qu'elles peuvent apporter, de la manière dont elles peuvent contribuer à la connaissance historique. Il nous reste combien de minutes de secondes? Il reste 10 minutes. Ouais, un peu moins. Ok, très bien, merci. Alors, pourtant, ces témoignages qui ont été longtemps, vous voyez, les témoignages d'Andonian, par exemple, que Raymond Kevorkian a utilisé pour son gros livre sur le génocide des Arméniens, qui est paru en 2006. Ces témoignages avaient été collectés dans les années 1920, un peu plus tard également pour certains d'entre eux, mais surtout 1918-1920. Finalement, ils ont mis 80 ans, 90 ans à être pris en compte par l'historiographie. Du moins par l'historiographie, on va dire, professionnalisée, puisqu'il y avait eu quand même des tentatives avant. Il y avait eu le travail de Grigor Gergelian, qui était un historien autodidacte, qui était un prêtre arménien catholique et qui avait commencé à essayer de lui aussi s'intéresser à toutes sortes de documents qui existaient sur le génocide des Arméniens, y compris à cela, mais enfin qui n'a pas pu terminer son œuvre. Alors, ces témoignages, bien qu'ils aient été longtemps minorés, mis à l'écart de la connaissance historique, ils sont pourtant d'une grande richesse. Je voulais vous en montrer quelques exemplaires. Donc, comme vous pouvez le lire, voilà, ça ce sont des témoignages qui sont issus du fonds Andonian, qui se trouve à Paris, à la bibliothèque Noubar. Et donc ils sont, comment dire, classés par origine des déportés, mais enfin peu importe. Et vous avez donc quelques indications sur la manière dont ils sont rédigés. Vous voyez que d'abord, ce sont des témoignages parfois qui ont été rédigés dans l'urgence. En général, c'est le cas de tous ceux qui sont rédigés sur ce papier en tête du registre des télégrammes du chemin de fer impérial ottoman de Bagdad. C'est un peu le papier qu'ils avaient sous la main à Alep à l'époque. Donc, c'est souvent d'une petite écriture serrée. Ici, ce n'est pas l'écriture d'Andonian, c'est celle de... je crois que c'est celle de Garavet Capillan, je suis plus sûr, j'ai écrit ça mais il faut que je vérifie, enfin peu importe. Il a eu quelques collaborateurs, pas beaucoup, 2 ou 3 collaborateurs à Alep au moment où il a fait cette collecte de témoignages. Et donc parfois les témoins apportaient eux-mêmes un témoignage qu'ils avaient rédigé de leurs propres mains. Parfois, en revanche, ils venaient, ils délivraient oralement leur témoignage et il était pris en note. Et puis ces témoignages ont ensuite été annotés par Andonian lui-même de manière plus ou moins développée.
Et ici, donc, il s'agit d'un témoignage qui a été consigné à Alep fin 1918, et ainsi de suite. Là, vous avez par exemple des notes qui ont été prises par Aram Andonian lui-même, donc ça c'est son écriture, au sujet des déportations et des massacres à Intili, donc pas loin de l'actuelle frontière syro-turque. Alors, il écrit, c'est d'après le témoignage d'Alexandre Tarpignan, originaire de Kochhisar, donc une localité proche de Sivas. Voilà. Et puis, vous voyez, parfois il agrémente, il complète le témoignage par une sorte de carte esquissée à main levée sur la base des indications fournies par le témoin. Donc, il y a une méthodologie qui est mise en place. Et ces témoignages de la part de Aram Andonian font l'objet de synthèses, par exemple dans des cahiers. Alors il a une vue synthétique des témoignages qu'il collecte lui-même. Et il y a des cahiers dans lesquels qu'il titre tous matériaux pour l'histoire des déportations et des massacres. Ici, Alep et ses environs. Donc, il y a plusieurs cahiers comme ça. Il y a un cahier sur Deir Zor, il y a un cahier sur Ras Ulayn, donc sur les principaux lieux de destruction dans la vallée de l'Euphrate au cours de l'année 1916. Et dans ces cahiers, je pense qu'on doit le voir ici, dans ces cahiers, vraiment, il utilise soit son propre témoignage, la région d'Alep il y a séjourné, et donc il donne parfois des indications personnelles, soit il mentionne, selon un tel, selon monsieur un tel, selon madame de telle origine, etc., qui a résidé dans ce camp de telle date à telle date, et voilà ce qui s'est passé, et puis s'ensuivent 2, 3, 4, 5 pages donc, de commentaires issus de ce témoignage. Voilà. Et puis, donc, parfois également des cartes très précises, également réalisées par Andonian, comme celle-ci, qui est sans doute la meilleure carte qu'on ait de cette déportation dans la vallée de l'Euphrate, avec donc le camp de Meskéné, ça c'est la vallée de l'Euphrate, le camp de Meskéné où lui-même a séjourné, ainsi que dans le camp de Dipsi, qui est proche. Ici, la ville de Raqqa, qui avait également son propre camp. Raqqa qui a été, comme vous le savez, le siège, la capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie au cours de la dernière guerre. Ici, Deir Zor, qui est le camp, un peu le terminus de la ligne de l'Euphrate, comme l'appelle Andonian, le long de laquelle s'égrènent une vingtaine de camps de concentration depuis Alep. Là, vous avez le chemin de fer qui va vers Alep et ici qui va vers Bagdad. Là, vous avez le camp de Ras Ulayn sur cet affluent de l'Euphrate qui s'appelle le Khabour. Et puis vous avez en rouge différents convois de déportés qui sont indiqués, les principaux convois de déportés qui sont indiqués avec leur chef, parfois avec leur date. Et puis vous avez ici également mention de tribus bédouines qui habitent dans le voisinage et qui parfois commettent des razzias aussi bien dans les camps que dans les populations arabes des environs. Donc, vous voyez que c'est et là encore, pour vous donner une illustration, voilà, dans le cahier consacré à Deir Zor, la deuxième caravane, vous voyez, c'est chapitré, il y a un chapitrage, il y a des paragraphes, comment dire, avec des thèmes. Donc, par exemple, ici, le thème, c'est la deuxième caravane expédiée depuis Deir Zor. À Deir Zor, les déportés, pardon, plus que 2 minutes. À Deir Zor, les déportés qui étaient à Deir Zor, donc plusieurs centaines de milliers de personnes, et bien, par petits groupes, à partir de juillet et jusqu'en décembre 1916, ont été évacués par petits groupes dans des caravanes qui allaient s'enfoncer plus loin dans le désert sous l'escorte, entre guillemets, de commandos, d'escadrons de l'organisation spéciale, donc souvent des Tchétchènes, qui étaient installés dans la région depuis la fin du 19e, et qui les massacraient. Donc c'est comme ça que le camp a été petit à petit vidé. Et là, il écrit donc cette deuxième caravane expédiée depuis Deir Zor. Il a un témoignage d'une survivante ou de quelqu'un qui a assisté au départ de la caravane, et il cite son nom, Peripsimé d'Avignon, etc., etc. Alors, ça c'est vraiment frappant de voir que dès cette époque-là, finalement, on peut avoir non seulement une grande richesse d'informations factuelles à partir de ces témoignages de survivants,
Et également déjà plusieurs capacités d'analyse synthétique des événements, que ce soit par des Européens comme Toynbee ou par des gens qui ont vécu dans leur chair le génocide comme Andonian. Et puis, ça rend pour les historiens de notre époque, les historiens contemporains qui maintenant se penchent sur ce type de témoignage, ça rend une approche micro-historique possible, qui n'était pas vraiment possible avant, une approche micro-historique au niveau de chaque convoi, puisque dans chaque convoi, on a eu, il y a toujours eu quelque part un rescapé qui a pu témoigner. Ça permet d'entrer à l'intérieur des camps, de voir vraiment ce qui s'y passe. Donc là, on a tous les détails sur la mortalité, les maladies, la gestion des corps, l'enfouissement des corps, par qui, comment, quand, etc. Les noms, les dates, les noms des criminels, l'identification des gens qui ont participé, et également les possibilités et les circonstances de survie des déportés. Alors pour conclure, puisqu'il faut que je conclue, il existe donc de nombreux témoignages, comme vous l'avez compris, de nombreux témoignages écrits, très peu visuels encore une fois, mais écrits sur le génocide des Arméniens. Il existe plusieurs fonds d'archives. Certains sont actuellement en cours d'édition, donc celui de Yerevan des Archives nationales a été publié en 2012. À partir de 2012. Je croyais qu'ils avaient tout publié en même temps. Il me semblait. Il y a les trois volumes plus le digest là. Ouais. Il y a également maintenant l'édition en cours des témoignages qui sont à Jérusalem, qui font partie en fait de la collecte de Constantinople, qui, en raison d'une histoire que j'ai pas le temps d'expliquer, ne se trouve plus à Constantinople, mais ça on peut comprendre pourquoi, mais se trouve à l'abri, on va dire, à Jérusalem, et qui maintenant sont en cours d'édition. Le premier volume est paru cette année, hein, c'est un gros volume. Et puis, donc il y a également un renouveau tardif de l'intérêt pour ces témoignages qui permettent de ne pas se cantonner aux regards extérieurs, ni à une analyse politico-diplomatique du génocide, qui est nécessaire, qui a longtemps été privilégiée, mais d'accéder ici à une histoire plus proche du terrain, qui complète cette première approche, une vue de l'intérieur des convois et des camps. Bien sûr, ça ne permet pas d'embrasser l'ensemble de la question, mais ça peut être recouplé avec beaucoup d'autres types de témoignages, de documents, de sources, et donc enrichir notre compréhension globale du génocide. Donc, si vous voulez, le génocide des Arméniens, je ne veux pas m'étendre, mais il y a 2-3 ans, une ressuscitation de controverses sur les télégrammes publiés par Andonian, qui soi-disant apportaient des preuves irréfutables du génocide. Il y a quand même quelque chose de vain dans cet exercice de toujours vouloir apporter des preuves et de toujours dire qu'on a un Sherlock Holmes qui va apporter une preuve finale, sachant qu'on n'a absolument pas besoin de preuves, on a besoin de connaissances historiques, mais les documents, la documentation est immense et elle est encore, pour certains corpus, pas encore exploitée. Et puis pour terminer, dire que, et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, ces grandes collectes des années 1916-1920 montrent que les Arméniens, eux aussi, ont été des acteurs des événements et non pas seulement des victimes passives. Et ça, c'est quelque chose qui est, bon, c'est très à la mode dans l'historiographie actuelle de montrer qu'on est tous des acteurs. Hein. Dans l'historiographie des collectes juives de documents, c'est quelque chose vraiment sur lequel les historiennes qui actuellement travaillent là-dessus insistent sur le fait que voilà, ça montre des capacités de mobilisation, de rebond, de résilience de ces communautés juives détruites. C'est la même chose pour les Arméniens, c'est tout à fait intéressant. Ça montre aussi les résonances entre ces différentes collectes juives arméniennes, les circulations entre ces différentes entreprises, y compris dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et je termine vraiment, et là j'arrive à ce dont je n'ai pas parlé, puisque j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup de témoignages visuels, mais maintenant on a des témoignages audiovisuels sur le génocide, puisqu'il y a eu des campagnes très tardives, bien sûr, de recueil de témoignages de survivants, mais bien après, à partir des années 70, 80, jusqu'aux années 2000, jusqu'à l'extinction des derniers survivants. Ces collectes de témoignages faites en milieu arménien, dans la diaspora, au Liban, en France, aux États-Unis, également en Arménie, et c'est très intéressant d'ailleurs, eh bien ces collectes, elles sont aussi à mettre en relation avec ce qui se passait en milieu juif, bien sûr, au même moment, un peu avant, un peu après, et bien sûr avec par exemple la Shoah Foundation à USC, donc créée
donc c'est quoi, c'est les années, fin des années 90 hein, ou début des années 2000, et qui maintenant intègre à son énorme fonds de témoignages audiovisuels de survivants de la Shoah également quelques milliers de témoignages d'autres cas de violence de masse, d'autres génocides, et notamment sur le génocide arménien. Voilà, alors bien sûr, ce ne sont pas des early testimonies, ce ne sont pas des témoignages recueillis à chaud à la sortie du désert, si vous voulez, mais ils demandent un autre type de considération, de méthodologie historienne. Et enfin, là aussi, il y a une possibilité d'investigation et de connaissances et de témoignages pour vos élèves. Je vous remercie pour votre attention.